Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Cette fois-ci, on va parler politique. Bah, c'est pas politique. Est-ce que c'est politique? C'est justice plutôt. C'est justice. Nous préférons parler de justice. On va parler de justice avec Doncas qui accepte de comparaître devant un juge d'instruction. Oui, Doncas, Diané, mais également Oye Guilabogi, en tout cas selon mes informations. Oui. Vous savez, au départ, ils étaient 4. Les avocats qui défendent les 3 autres ont opté pour la dénonciation de la procédure enclenchée par le procureur. Ils avaient donc voulu, selon eux, s'attaquer à la forme, faire annuler la procédure et puis obtenir la libération de leurs clients. On a suivi des communications, ça n'a pas prospéré. Ils ont attaqué la décision à la justice. Donc le juge d'instruction qui a reçu le dossier a tout simplement rejeté. Ils avaient dit à l'époque qu'ils allaient interjeter appel. Je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Puisque entre-temps, on a vu que l'avocat de Zakaria Koulibaly n'a pas suivi le mouvement. Il n'a pas suivi le même cheminement. Il a amené son client à comparaître devant un juge d'instruction. Ce qui va se passer, c'est qu'une caution va lui être fixée à payer au bout de 15 jours. Je crois ce qui a été fait et Zakaria est libre. Il prépare donc sa défense en attendant que le procès ne souffre. Les Doncas vont faire plus d'1 mois donc en prison avant que ces avocats ne comprennent que ça ne payerait pas trop, ça n'arrangerait pas trop leurs clients et finalement ils décident de comparaître. Je crois que c'est le vendredi, non pas le vendredi, c'est demain. Ils devraient comparaître devant le juge d'instruction. En ce moment, on saura si ils vont mettre sur la table la question, la demande de la liberté conditionnelle. Le juge va poser ses conditions, ils les remplissent, ils obtiennent la liberté provisoire en attendant que le procès ne puisse, n'est-ce pas, s'organiser. L'autre information, le gouverneur Nabé, puisqu'on en a parlé depuis la dernière fois qu'il avait obtenu la liberté provisoire avec le paiement d'une caution de 20 milliards de francs guinéens, il est sorti finalement vendredi dernier. Il a donc, à compter de ce lundi jusqu'au 10 juin, pour payer les 20 milliards. Sans quoi il pourrait revenir en prison, mais en tout cas il a accepté le principe, lui il a recoupé sa liberté. Oui, le principe de la caution. Bien, allez-y Djibril. Je trouve la stratégie des avocats de la défense de l'ancien Premier ministre très mauvaise, parce que ils se sont surtout arc-boutés sur des incidents de procédure. Quand vous avez un client en prison, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'obtenir d'abord sa libération avant que le procès ne se tienne. Alors jusque-là, on était dans des tiraillements, dans des numéros de claquettes. Moi, je connais le droit mieux. Bon, ça n'arrange pas finalement. Et vous avez vu le rétropédalage. Ils ont été rétoqués devant la chambre de l'instruction de la CRIEF. Aujourd'hui, ils sont obligés de changer de fusil d'épaule parce que jusque-là... Ils n'adoptaient pas la bonne stratégie. Je pense que, fort heureusement pour leurs clients, ils se rendent compte que la première des stratégies, la stratégie choisie n'était pas la bonne. Elle était manifestement mauvaise. Il faut maintenant changer de stratégie, faire en sorte que le client soit d'abord libéré, avant ensuite de s'occuper de sa défense. Du procureur. Et je pense que c'est une affaire qui n'a pas encore fini de nous révéler tous ses secrets. Mais en attendant, moi, ce que je peux conseiller aux avocats de la défense, c'est surtout de s'appesantir sur la libération de leurs clients. Sur l'intérêt du client. Ouais, sur l'intérêt du client, parce qu'un client qui reste en prison, il a beaucoup plus de difficultés pour se défendre qu'un client qui est en liberté. Voilà. C'est ça. Bien, allez-y, Roby. Ce qu'il faut dire, c'est que je pense que à leur arrivée, même pas à leur arrivée, depuis déjà avant leur arrivée, ils avaient je parle des avocats de l'ancien Premier ministre, ils avaient opté pour une stratégie de la communication à outrance, parce qu'ils ont misé sur le fait que ce sont des hommes publics, notamment Kassouri venait d'être investi au conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Il y a eu tout ce mouvement de masse et tout ce
tout ce mouvement de communication autour de cela. Vous dites que c'est de l'histoire ancienne, ça? Non, mais non, je reviens sur la chronologie de la stratégie des avocats. Donc, ils ont voulu jouer sur l'opinion publique, sur la clameur publique pour influencer, c'était ça la stratégie des avocats, influencer la décision de la justice. Et puisque la première étape n'a pas marché, la deuxième étape, c'était de s'attaquer directement à la décision du procureur Alia. Non, au procureur lui-même. Oui, justement. Au procureur lui-même et à sa décision, avec pour ambition de peut-être l'influencer ou de le faire changer de le faire changer d'avis. Ce qui n'a pas été le cas. Le procureur est resté droit dans ses bottes. Et lui-même, il dit que je tremble pas, je sais que je suis dans la procédure et il n'a d'ailleurs pas fait trop de commentaires. Puis, s'en est suivi, après cette étape, des conférences de presse, toujours dans la même logique. Et au cours de la conférence de presse, certains avocats locaux même ont été mis à contribution pour, soi-disant, utiliser le lexique que le président lui-même avait utilisé. On va faire le sale boulot. Tout ça, c'est revenu dans le contexte. Les avocats nationaux ont dit que la CRIEF faisait le sale boulot à la place du CNRD. Donc, il y a une la façon dont Bouya l'a dit. Exactement. Le sale boulot. Donc, il y a toute une stratégie de déstabilisation de l'appareil à travers la communication qui n'a pas marché. Et c'est pour ça que je crois qu'ils se sont revenus finalement dans la procédure. Et sinon, je ne pense pas que ça aurait été là s'ils avaient déjà entamé ou commencé par ce par quoi ils vont commencer aujourd'hui. Je pense que leurs clients auraient obtenu la liberté provisoire. Si tu permets 2 secondes. L'autre stratégie que je trouve extrêmement mauvaise, c'est qu'ils ont fait le procès dans les médias. Ils n'ont pas fait le procès à travers les textes de loi. Et c'est dommage pour leurs clients. La multiplication des conférences de presse, la politisation de l'affaire, vous avez vu, ce sont des stratégies qui, en période électorale, qui peuvent dans une certaine mesure marcher. Mais dans ce cas-ci, dans un pays où les gens ont soif de justice, où les gens ont réclamé à corps et à cri que des gens qui, à un moment donné, ont été investis de la gestion de la chose publique, rendent des comptes, c'est une stratégie qui a peu de chances de prospérer. Et donc, aujourd'hui, ils sont obligés de faire un rétropédalage. Bien, donc il accepte de passer devant un juge d'instruction. Allez-y sur la question, Diba. Oui, je pense qu'il commence par où il finit par où il devait commencer, parce que c'était une question de procédure. Et moi, vous vous souvenez quand Maître Konaté est venu dans ce studio, on avait déjà eu des prises de bec sur la question pour dire, mais le procureur de la CRIEF, il est dans son rôle. Et on parle de flagrant délit. Et si vous partez dans le code de procédure pénale, il y a des articles qui traitent la question. Donc je lui ai dit, mais lorsque le procureur dit c'est une question de flagrant délit, il a 2 volets, parce qu'il avait communiqué dans les grandes gueules pour dire, premièrement, si la personne incriminée lui-même avoue les choses, on est dans une question de flagrant délit, ou tout simplement, le procureur estime qu'il a suffisamment de preuves contre vous, il peut opter pour le flagrant délit. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, si vous le faites, ça veut dire que le jour J, le jour même ou le lendemain, le procès devrait avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu. Et plus loin, la loi dit, donc si on ne se retrouve pas dans un tel cadre, il faudrait que le procureur en retour transfère le dossier devant un juge d'instruction pour ouvrir une information judiciaire. Donc c'est ce que le procureur a fait. Je pense qu'on aurait pu gagner en temps en acceptant d'aller devant le juge d'instruction de la CRIEF et poursuivre les choses. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit non. Ils ont failli, le procureur aurait failli à ses principes. Donc, ils ont fait une saisine. Et finalement... ce jugement a référé. Justement, a référé. Et finalement, le procureur avait ses raisons parce qu'il a adossé toutes ses approches sur le code de procédure pénale guinéen. Et moi, je voulais peut-être chahuter avec Onaï pour dire, je vous invite à aller lire cette loi-là. Peut-être que le droit, il a été importé. Mais sauf que ce qui se fait en Guinée peut être aussi différent de ce qui peut se faire au Mali ou en France ou ailleurs. Je pense qu'il faut voir les lois guinéennes pour essayer de situer le débat. Maintenant, ils vont passer devant ce juge d'instruction. J'ai écouté ces avocats dire que ce n'est pas en fait ceux qui sont en détention qui ont exprimé cette volonté de venir, le souhait, que ce sont les avocats eux-mêmes qui ont dit d'accepter qu'on puisse les soustraire de la maison centrale pour qu'ils viennent devant le juge d'instruction pour vraiment qu'ils soient écoutés. Maintenant que ça se fait, je pense qu'ils vont enclencher les choses et ça va aller comme sur des roulettes, parce que après, à un moment donné, on se posait des questions. Ça entrave leurs clients. Votre liberté, elle est réduite. Je pense qu'un avocat, il faut aussi parfois être intelligent.
pour dire ma mission. Oui, mais c'est une question de bon sens. Non, ils sont intelligents. À leur façon. C'est une question de bon sens. Il faut savoir utiliser la bonne stratégie. Non, c'est une question de bon sens. Vous ne pouvez pas, moi je vous dis, vous ne pouvez pas, c'est une question de bon sens. C'est quoi le sous-entendu? Peut-être, c'est une question de bon sens, je dis. C'est pas forcément l'intellectuel, je ne fais pas référence à ça. Voilà, on n'apprend rien à ces avocats. Ils sont même avocats au barreau. Ils sont au barreau français, Konaté. Ils n'ont pas la science. La science infuse aussi pour autant. Donc ça veut dire que à un moment donné, vous battez pour libérer vos clients. Mais si vous-même vous adoptez des stratégies qui peuvent les maintenir indéfiniment là-bas, je pense que ça c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Il faut accepter à un moment donné qu'on accélère les choses. Et parlant de réalité, je pense que les avocats de Kassory ou le collectif a péché par la méconnaissance du domaine du terrain guinéen par les avocats internationaux qui sont venus. Oui. Parce que on a importé pas des binationaux, mais on a importé des professionnels. On a importé des professionnels parce qu'on a dit que les locaux qui sont là ne sont pas à la hauteur. C'est ce qu'on a cru comprendre. Parce que les avocats qui sont venus, mais moi j'ai cru même qu'à leur arrivée, dès qu'ils venaient, c'était automatique. On aurait libéré les clients tellement ils sont arrivés avec une certaine fougue. Ils sont arrivés, ça a été annoncé avec assez de grandeur et tout cela. Ils ont fait des prises de parole publiques, des conférences de presse, où même les avocats locaux sont mis en retrait. Même le bâtonnier à l'époque, Djibril Kouyaté, qui s'est mis en retrait pour dire « Ah, ceux qu'on a envoyés en renfort, là, ils sont formés. » D'ailleurs, là, ils viennent pour tuer le débat. Vraiment. Finalement. Tu as décidé de faire ça ce matin? Non, pas du tout. Finalement, on s'est rendu compte que le renfort arrivait en fanfare et puis repartait en fond sonore finalement. Donc, c'était pour rigoler, mais bon, parlant plus sérieusement, je me dis, on a tenté des stratégies qui n'ont pas marché. Ouais. Djiba l'a dit, on aurait dû commencer par ça. On l'a rappelé dans ce studio, on a interpellé pour dire que l'attitude des avocats est en train d'impacter leurs clients. Les clients qui ne connaissent pas bien la procédure vous prennent pour être libérés au plus vite. Justement. Mais si vous pensez à des stratégies qui les maintiennent en détention, ça remet en question votre compétence. Ce n'est pas que vous n'êtes pas à la hauteur, mais sur ce coup-là, le comportement adopté n'était pas le bon. Aujourd'hui qu'ils se mettent à l'évidence qu'ils auraient pu agir autrement, on espère que ça va aboutir. Maintenant, la grosse question, c'est au cas où on devait les libérer, quelle sera la caution ou quelles seront les cautions? Ça dépend des montants compromis. Moi, je suis curieux de savoir combien seront fixés comme caution pour ces 3 anciens ténors. N'oubliez pas que les précédents, le dernier, si on a fixé 20 milliards pour l'Onceni Nabé, bon, lui c'est la banque centrale, on s'est dit qu'il a son compte bancaire qui est bien garni, mais Kassory, combien sera fixé? Seulement Traoré, c'était 30 milliards. Et donc, c'est la grosse question que je me pose, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qu'il faut retenir clairement dans cette histoire, c'est que ces ténors-là ou ces anciens dignitaires ont sérieusement subi un coup. Quoi qu'on dise, voilà, la justice ou le procureur a pris de l'ascendant sur les avocats qui sont venus. Bien, allez-y Ahmed. Écoutez, moi ce que je veux qu'on fasse, c'est vrai qu'on a soif de justice, mais je l'ai dit, il faut qu'on respecte les procédures de part et d'autre. Si on ne respecte pas les procédures, ben on risque de se retrouver, comme je le rappelle toujours, face à ce qu'on a vécu sous l'ère CNDD. Vous avez vu, il y a des personnes qui se sont fait arrêter à l'époque. On nous disait non, ce sont des narcotrafiquants, c'est ceci, c'est cela. Mais finalement, ils ont été libérés parce qu'il y avait vice de procédure. Donc, je souhaite que vraiment que la procédure soit respectée. C'est qui va nous aider à rendre vraiment justice pour tous ceux qui ont subi dans ce pays. C'est pourquoi même j'ai bien suivi la sortie du procureur même Charles Wright quand il décide par exemple contrairement par rapport au crime de sang. Par exemple, moi il y a des parties que j'ai du tout pas compris, mais je souhaite que le procureur puisse quand même revenir là-dessus et nous expliquer très bien, parce que quand on dit par exemple que j'ai entendu des gens dire mais pourquoi le colonel Doumbia n'est pas sur la liste. Mais pourquoi est-ce que le colonel Doumbia devrait être sur la liste? Parce qu'il était avant. Il était avant quoi? Parce qu'on l'a montré, c'est vrai qu'on l'a vu dans les téléphones, qu'on a vu des gens qui sont morts. Mais bon sang de Dieu,
vous avez quelqu'un qui était là à l'époque qu'on appelle les responsable des forces spéciales. On vous dit, vous êtes une sentinelle, s'il y a quelque chose dans le pays, vous devez agir. On les appelle, on dit, écoutez, il y a une attaque. Boum, il y a le commandant d'un camp qui a été abattu. Oui. Son fils même a été abattu. Des gens sont en train de foncer sur Conakry. Il s'élève, il vient au nom de la République. À l'époque, oui. À l'époque. Et c'est soit vous mourrez ou je meurs. Et finalement, ces gens sont morts. On doit le juger pour ça? Pour avoir défendu la République à l'époque? Je dis non. Je dis non. Si les 17-5 étaient arrivés à 36 ici, c'était terminé, ça, je vous le dis. Ça, c'est une évidence. Quand on prend quelqu'un comme Bala Samoura, j'ai dit, mais en quoi son nom devrait être là-dessus? On prend quelqu'un comme Général Baldé, mais son nom ne devrait pas être sur cette liste, à mon avis. Pourquoi? Quand je prends Bafoué, écoutez, je vous donne l'exemple, par exemple, du Général Bafoué, qui est le responsable au niveau de la police. On dit, il y a une manifestation qui doit être organisée. Vous avez les maires qui vous disent non, gouverneur qui vous dit non, vous avez le ministre de l'administration qui vous dit non. Il est le responsable de la police, chargé du maintien d'ordre dans la capitale. On dit non, la marche n'est pas autorisée. Quel est son rôle? Son rôle, c'est de sécuriser la ville. Ahmed, le problème. Non, laissez-moi continuer. On parle des cas de mort. Laissez-moi, oui. Maintenant, laissez-moi. Mais non, mais il faut qu'on parle des cas de mort. Le problème, c'est qu'il y a eu des cas de mort. Alors, pourquoi on interpelle Alpha Condé? Est-ce que c'est lui qui était sur le terrain? Ah oui, mais parce que c'était le président de la République. Il était censé, même si je vous dis, dirigeaient des unités, des entités de la police. Oui, mais c'est pas comme voilà. Mais c'est là-bas où vous faites l'amalgame. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vous donne par exemple un exemple. Par exemple, George Bush qui a déclaré la guerre en Irak. Les soldats qui sont descendus et qui ont traversé toute la ville jusqu'à aller mettre la main sur Saddam Hussein n'ont jamais été inculpés pour quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas commis de crimes de guerre. S'ils commettent des crimes de guerre, ok. Mais est-ce que ces agents de l'armée américaine qui sont descendus ont été inquiétés? Est-ce que leur commandant a été inquiété? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez là des responsables qui gèrent la police, qui sont chargés. Non, mais oui, écoutez, c'est la même chose. Quand on avait, oui, mais gestion de manifestation, une manifestation qui est consacrée par la Constitution, des gens tombent. Et vous pouvez me dire aujourd'hui qui a tiré? C'est à la justice de le prouver, mais justement. Voilà, mais c'est pour. Non, mais c'est pas. Mais les premières personnalités concernées à l'époque. Qui disait aux gens de descendre sur le terrain, qui donnait des armes. C'est ces personnes-là qui vont être jugées. C'est à la justice de mener les enquêtes pour situer les responsabilités. Donc ça veut dire que le jour où il y a une manifestation ici, en l'état actuel, et que le gouvernement refuse, le directeur de la police peut s'arrêter et dire « Ah non, je ne vais pas envoyer des agents sur le terrain parce que s'il y a mort d'homme, on va m'accuser ». Est-ce qu'il a le droit de... Non, mais c'est ce que je... Ce que vous pensez, ce n'est pas comme ça. Le droit humanitaire international. Oui, mais ce n'est pas comme ça. La manifestation est constitutionnelle. Un peu partout dans le monde, quand il y a une manifestation... Mais la responsabilité est personnelle. Mais à ton avis, qui devrait répondre? Celui qui doit répondre, c'est le président de la République qui devrait mettre tout en œuvre à cette époque pour qu'on puisse retrouver ceux qui ont fait ça. Mais le président Alpha Condé, à l'époque, est resté là à faire ses jeux politiques et n'a pas cherché à savoir qui est-ce qui est en train de faire ça. Mais les autres qui descendaient sur le terrain, des responsables de police qui disent, est-ce qu'ils ont donné l'autorisation, ces responsables de police, un jour, pour dire tirer sur les manifestants? Non, ils ne l'ont pas fait. Même si ça se passait et qu'un agent tirait sur des manifestations et qui se faisait prendre, il était le seul à répondre. Même son commandant d'unité ne répond pas à sa place. Son commandant d'unité n'a pas le droit. Non, oui, mais c'est comme ça que c'est comme ça la règle. Je vous explique là, c'est comme ça. C'est ta règle. Non, c'est pas ma règle. La responsabilité, cette responsabilité là de tirer. Écoutez, on suit quand même. Même récemment, il y a des gens, on suit l'actualité. On suit l'actualité. Non, oui, l'actualité, il y a juste quelques jours, il y a même des policiers qui ont tiré. Sinon, on parlait d'argent ce matin. Qui venaient en contresens. Qui venaient en contresens. Ah, mais on parlait d'argent, du pognon. On parlait de Kassori et compagnie. Oui, c'est pareil. Non. Oui, justement, je vous amène là pour vous dire que oui, on a soif de justice, mais je souhaite que tout se passe dans les règles de l'art pour que ceux qui seront inculpés demain puissent être jugés et condamnés et qu'on soit même d'accord que non, la procédure a été respectée et que c'était bien. Mais si la procédure, je vous le dis encore, si la procédure est biaisée,
si ces personnes se retrouvent en prison. Même s'il y a un autre président qui arrive, au nom de cette justice, il sera purement et simplement amené à les libérer. Il sera amené à les libérer. Et s'il les libère, ce sera très difficile encore de reprendre une autre procédure vis-à-vis de ces personnes. J'ai envie de dire, tant de bavardage pour si peu d'arrivage. Je parle évidemment de l'attitude des avocats de la défense de l'ancien Premier ministre qui font du grand bruit pour pas grand-chose. Ça c'est important. Pour glisser sur ce qu'Ahmed disait tantôt, je pense que la responsabilité pénale, par principe, elle est individuelle. Mais il y a une exception, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale du fait d'autrui. Madame Miero est ma chef. Elle me dit, elle me commet à une tâche. Il se trouve que cette tâche n'est pas illégale, n'est pas légale. Donc j'accomplis cette tâche. Madame Miero, au même titre que moi, du fait de l'illégalité de cet acte, sera tenue responsable de la commission de l'acte que je commets. Donc il y a un ordre manifestement illégal. C'est pourquoi je dis. Non, c'est juste pour corriger ce que tu es en train de dire. Madame Miero n'est pas inintéressant parce que Alpha Condé, ce n'est pas lui qui est exécuteur. Le juriste, le professeur de droit pénal l'a dit la dernière fois, ils peuvent être justement condamnés pour complicité. Pour complicité de meurtre. Voilà. Par exemple, assassinat par rapport à ces personnes le qui fait sont tombées pendant les manifestations. Le fait que Madame Miero soit présidente de la République, ce que je lui souhaite. Et moi je sois son ministre de la Défense ou le haut commandant de la gendarmerie. Le fait que je sois son préposé, le poste qui s'attribue. Le fait que je sois son préposé et dans l'exercice de ma mission que j'accomplisse un acte qui est jugé illégal, Madame Miero, du fait du lien de subordination qui la lie à moi, peut être tenue pénalement responsable. C'est ce qu'on appelle en droit la responsabilité pénale du fait d'autrui. Donc, le principe, tu l'as dit tantôt, le principe, c'est que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Mais l'exception, c'est qu'il peut y avoir une responsabilité pénale du fait d'autrui. C'est important. Rapidement, Yiba. Ahmed, c'est clair? Ça dépend. Non, il a dit ce qu'il voulait dire. Juste, c'est quoi? C'est la Bible, là. Il a déballé. Ouais, c'est le Coran. Ce n'est pas ça. Je dis tout simplement. Ce qu'il dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça peut s'appliquer. Mais on suit l'actualité nationale, on suit l'actualité internationale. On sait. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui, mais en le faisant aussi, on prend des exemples. C'est important. C'est pourquoi j'aime toujours prendre l'exemple sur ces guerres qui se sont passées en notre temps où on a quand même pu les analyser. C'est en ce moment que je vous parlais de la guerre en Irak. C'est en ce moment que je vous parlais de la guerre en Libye. Voilà, le premier qui a pris l'avion pour aller bombarder la Libye, vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez même pas. Oui, mais toi, non, je ne le connais même pas. Celui que je connais en tant que responsable de cette guerre, c'est tout simplement l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire... C'est différent du cas de la guerre. Justement, j'ai envie de dire, Ahmed, même la guerre en Irak, ça a coûté, c'est l'image des États-Unis. Le pays a pris un coup. Et Barack Obama, justement, quand il est venu dans son discours de campagne, c'était vraiment de redorer le blason, faire une diplomatie à l'international, parce qu'il avait constaté que dans le monde arabe, l'opinion ne militait plus en faveur des États-Unis. Parce qu'ils ont été vus comme des gens qui sont venus déposséder des gens. Et d'ailleurs, on les impute. Les envahisseurs, on les impute la naissance de l'État islamique. Parce que n'oubliez pas que l'État islamique trouve son origine de la chute de Saddam Hussein. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et les choses sont liées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut quand même... L'histoire dit autre chose. L'histoire dit que l'État islamique trouve sa naissance à la mort de Baghdadi. Oui, mais Baghdadi c'est après. Non, c'est après. C'est après Baghdadi, c'est après. C'est après Saddam Hussein. Justement, après Saddam Hussein, ceux qui étaient fidèles à lui, des sunnites et ceux qui viennent des chiites, c'est là où tout a commencé. Ça, même ceux qui sont plus avancés en c'est de manifestations guinéennes, on parle là. Alors moi, Ahmed nous a envoyé à Irak. Non, je le dis, il faut qu'ils sachent. La responsabilité est individuelle, mais ça a entamé l'image de tout un pays. Et ça, ils l'ont compris. Même les Américains, ils se sont détachés du pouvoir central. Ils ont compris que c'était une grosse erreur. Maintenant, sur les cas de mort, il y a quand même une métaphore qu'on utilise souvent. Quand on dit on a tué des gens, on a envoyé des gens à la boucherie, mais c'est qui le boucher? Justement. Ça, il faut le comprendre. Je pense qu'il faut situer les responsabilités. C'est des responsabilités en cascade.
Si un chef d'État est cité, c'est qu'il y a une personne qui est venue quand même exécuter l'ordre du chef de l'État. C'est vrai, je suis d'accord que l'État peut refuser une manifestation, mais ils peuvent motiver le refus. Et le procureur, dans son rapport, a été clair. Il dit ceux qui ont... Le responsable de la police, il n'a pas le droit de... Non, je dis que l'État peut motiver à ceux qui veulent manifester pour dire pour telle raison, nous estimons qu'on ne peut pas faire une manifestation. L'État peut le faire, c'est son rôle, mais avec des motivations quand même assez sérieuses. Le procureur a été clair dans son rapport. Il dit qu'on va non seulement écouter ceux qui ont organisé les manifestations, les maires des 5 communes, s'ils ont reçu des documents disant les déclarations notifiées, parce que c'est une déclaration que vous faites, 3 jours avant la manifestation ou 15 jours au plus. Donc si ça a été respecté et que ceux qui ont manifesté ont les récépissés de réponse, ça, ils vont tous être écoutés. Et même ceux qui ont détruit des biens publics et privés, dans le rapport, il dit que tous ceux-ci seront écoutés. Donc ça veut dire que la responsabilité, pas que les anciens membres du gouvernement ou le président lui-même, mais ceux aussi qui ont organisé des manifestations, est-ce que c'était dans les règles de l'art? Est-ce qu'ils ont déposé des courriers d'information? Tout ça, ça va être quand même étudié ils se disent prêts par le pool, à la justice, justement par le pool d'enquêteurs, mais aussi le pool des juges d'instruction. Allez-y, Antoine. Non, juste dire qu'il y a déjà quelques-unes des personnes citées qui ont commencé à se faire entendre. On a écouté Makanera qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette liste parce que lui il prêchait. Il dit qu'il est. Lui, son âme, c'est le Coran et puis la Bible. Voilà, Madifi, il y a même Mokhtar Diallo, l'ancien ministre, qui s'est exprimé. Il a été plutôt victime. Justement, beaucoup parmi ces personnes citées ne se reconnaissent pas dans cette liste. Je pense que dans les jours à venir, il serait important qu'on entende tout le monde. Ce serait important que la parole se libère enfin. Pour que certains de... C'est pas dans les médias. Non, ils vont être entendus par les officiers enquêteurs et puis le juge d'instruction. C'est ça, parce que même si vous prenez la parole dans les médias, c'est qui a démarré à partir de la communication du procureur, c'est une procédure qui s'enclenche. L'une des clartés réclamées, c'est la partie civile dans cette histoire, parce que jusque-là, on n'a pas d'idée claire sur qui est partie civile. La constitution de partie civile n'a pas encore été déterminée. La plainte, on sait que ce sont les avocats du FNDC qui l'ont portée, également des familles de victimes. Mais dans le dossier qui va être engagé, on apprend qu'il y a une enquête qui va être ouverte. La partie civile, on attend de savoir ce sera qui. Et les personnes accusées, Alpha Condé en tête, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on parlait de la mise en place d'un tribunal spécial pour juger Alpha Condé au cas où il devait passer devant les cours des tribunaux. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cet autre sujet. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Nous continuons avec notre invité. Antoine, c'est toi qui posais la dernière question. Oui, la question, avant de la poser, on réitère nos félicitations à Madame Ducirde pour ce travail abattu, parce qu'on en a besoin dans ce pays. On accuse parfois les chercheurs de ne pas faire leur travail, parce que souvent, le débat est beaucoup plus dominé par la politique et par les tensions inutiles, alors que de tels travaux sont recommandés. Alors, parlant de cette question posée pour la compréhension des auditeurs... C'est bien de recommander, mais que l'État joue son rôle. Les recherches aussi, c'est l'argent. Oui, pas gratuit. Ils n'ont pas eu besoin de l'apport de l'État pour faire ce travail-là. Ça dépend. J'ai dit que l'État aussi se bouge. On peut pas toujours là. Voilà. On peut aussi initier des recherches. Vous allez bloquer la question. Voilà. Il fallait s'y attendre. C'est Antoine qui pose question. Dans un pays sérieux, il y a des fonds alloués à la recherche. Pour ce qui est lié à la question que je posais tantôt pour la compréhension des auditeurs, je demandais au cas par cas par rapport à vos propositions. Pour le premier cas, vous demandiez l'élection d'un président au suffrage universel, d'un premier ministre au pouvoir renforcé et confirmé par le Parlement. Ça signifie quoi? Alors, je vous remercie. Je souhaiterais juste revenir avant de vous répondre sur la recherche. C'est vrai qu'il y a de la recherche qui se fait. Il n'y a pas de moyens, assez de moyens pour la recherche. Et parfois, on n'a pas besoin de trop de moyens pour faire de la recherche aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs combinés qui peuvent nous permettre de faire de la recherche ou des facteurs qui peuvent nous empêcher de faire de la recherche. Pour ce qui est de ce cas-là, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas eu besoin de moyens pour le faire. Il y a toujours un moyen. Dans la recherche ou dans la formation, il y a toujours quelqu'un qui paye.
parce que c'est pas gratuit. Alors, même si les chercheurs, ils ont réfléchi, ils n'ont pas demandé de l'argent pour écrire ce qu'ils ont voulu écrire, mais il fallait le cadre. Il fallait un minimum de prise en charge pour que ces journées-là fonctionnent. Et là, c'est le CIRD qui l'a pris en charge. Je rappelle que ces réflexions-là, ce sont les réflexions d'un ensemble de chercheurs. Donc, le CIRD a servi de cadre. Les structures ne faisaient pas partie de la réflexion. Ce sont des personnes physiques, parce qu'on a pris des universitaires de Symphonia, de Gamal, voilà. Ce sont des personnes avec leurs titres, parce qu'il faut signer, il faut assumer ce qu'on dit. Maintenant, en revenant sur votre question, il y a plusieurs propositions, ne serait-ce que sur le régime présidentiel dans ce document-là. L'objectif, c'est d'ouvrir le débat. Tout à l'heure, je disais à votre collègue, mais c'était hors micro. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé de prendre ce qui fonctionne ailleurs. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas toujours, parce que nous avons nos réalités. L'objectif, c'est qu'on prenne, s'il faut réécrire le tout aujourd'hui, s'il faut prendre un peu aux États-Unis, un peu en France, un peu en Suisse, un peu en Belgique, pour en faire un tout, l'adapter à nos réalités ici, il faut le faire. Parce que l'objectif est que ça fonctionne. Est-ce que c'est important de prendre toujours ailleurs? Si ça marche, oui. Mais vu nos réalités en Guinée, ce régime présidentialiste aujourd'hui ne peut pas fonctionner tel qu'il est. C'est pourquoi il y a tout ça. Ce n'est pas que cette proposition. Il y a plusieurs propositions. Donc, si je me mets à les commenter une par une, on passera toute la journée. Non, mais ok, on est d'accord avec ça, mais comme Ruby le disait, associer peut-être d'autres chercheurs à l'international, ça ne veut pas forcément dire que les Guinéens ne peuvent pas réfléchir à la question. Mais quand on prend par exemple la présidence tournante, on sait que dans certains pays, ça n'a pas du tout donné. Notamment au Nigeria, je pense qu'il y a eu des problèmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut encore répéter les mêmes expériences ici, sachant que ça peut nous amener à des problèmes? Je n'ai pas dit de répéter des expériences qui ne fonctionnent pas. J'ai dit de prendre dans ce qui fonctionne, de l'adapter à nos réalités pour en faire un tout. Mais vous en avez fait la proposition. On a fait plusieurs propositions. C'est de prendre les propositions-là, de l'adapter encore une fois à nos réalités. Quand vous prenez... vous savez, je suis contre cette idée qui dit que la Guinée est une famille. Là, il ne faut pas surtout décontextualiser. Mais je pense que la Guinée est une nation, la Guinée est un État, c'est un territoire, acceptons-le comme ça. Et que les ethnies doivent être des atouts. Mais il faut en tenir compte. Donc peut-être chez eux ça n'a pas fonctionné parce que il y a des réalités qu'ils ont omis. Et aujourd'hui ici nous ne pouvons pas mettre en place un régime, quel que soit le régime, sans tenir compte des ethnies, sans tenir compte de nos valeurs, sans tenir compte de nos réalités. Alors qu'est-ce qui vous a amené d'abord à ce choix, et comment, s'il fallait mettre en pratique, comment il faut le faire? Mais de quel choix parlez-vous? Je parle par exemple de la présidence tournante. Mais il n'y a pas que ça. Non, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Oui, quelqu'un a fait une réflexion sur la présidence tournante. Et c'est pas moi. Donc je peux vous dire c'est pas moi, et je ne peux pas être redevable des propositions des chercheurs. C'est pourquoi c'est un document de synthèse. Dans ce cas, les réflexions répondaient à quel besoin? C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous allé à faire des recherches pour aboutir à un tel résultat? Est-ce qu'il y avait un constat fait sur le terrain de problèmes déjà constaté? Mais c'est clair. Bien sûr. Attendez, je pense que nous sommes tous conscients aujourd'hui du problème guinéen. Pourquoi il y a eu un coup d'État déjà? Parce que appelons un chat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Comment on est arrivé à ce système-là? On est tous conscients qu'il y a un problème ou des problèmes dans ce pays-là, et que le système qui est là, il n'a pas très bien fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut aller avec vous, vos propositions, votre propre proposition dans sur ce le régime document? politique, puisque peut-être vous ne commenterez pas les propositions de vos collègues chercheurs, mais vous, votre propre proposition, c'est quoi? Et quels sont les avantages que vous tirez là-dedans pour la Guinée? Et pour renforcer la question de Jacques, parce que à lire ce que Antoine vient de rapporter, moi je ne vois pas de nouveauté dans les propositions des chercheurs. On parle de régime présidentiel, de régime parlementaire, de régime mixte. Bon, bref, tout ça là, c'est pas une nouveauté. Dans le contexte guinéen, dans le contexte guinéen, c'est voilà. En quoi c'est pas une nouveauté? Non, mais en fait, c'est un modèle occidental. Oui. Ce sont des réflexions qui sont tirées de la pratique démocratique importée de l'Occident. Donc, c'est pas une nouveauté. Donc, moi, je voudrais une réflexion. Et la présidentielle que nous avons aujourd'hui, c'est une... La présidentielle... Le régime présidentiel que nous avons, c'est un régime qui est guinéen.
C'est un régime oui, mais importé. justement, d'où la question pour renforcer celle de Jacques. Pourquoi ne pas africaniser en quelque sorte cette réflexion la royauté pour sortir un peu des sentiers battus? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez africaniser? Parce que depuis que je suis là, je dis qu'il faut prendre ce qui a fonctionné. Moi, je ne suis pas contre la démocratie. De prendre ce qui a fonctionné ailleurs, de l'adapter à nos réalités internes. Parce qu'on ne peut pas réussir sans tenir compte de nos réalités. On ne peut pas imposer à un pays un système parce qu'il a fonctionné ailleurs. Un système qui est le fruit d'un processus de plusieurs siècles, l'importer et l'imposer sans tenir compte des réalités et vouloir que ça fonctionne. La question de Jacques, qu'est-ce qui selon vous pourrait être adapté à la situation guinéenne et qui pourrait potentiellement bien marcher? Je pense qu'on a un problème de compréhension. Oui. Parce que ce que je vous présente là, si vous aviez peut-être eu le temps, parce que vous ne l'avez pas eu, le temps nécessaire de parcourir ce document, vous comprendrez qu'il y a eu plusieurs propositions. Et ce n'était pas à nous de dire ce jour-là, quand 30 chercheurs se réunissent et qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées, de dire voici ce qui va fonctionner, on va l'imposer à qui. Justement, on est contre qu'on nous impose quelque chose, parce qu'il faut prendre ce qui fonctionne, l'adapter ici. Maintenant, la question, ce n'est pas de prendre tout, mais peut-être que vous avez contribué. Qu'est-ce que vous sur votre contribution? Voilà, je veux venir sur vous me parlez de ma contribution. Alors, moi, j'ai fait une contribution peut-être qui certains m'ont dit que c'est jamais adaptable dans ce pays-là. Moi, oui, peut-être, mais c'est une contribution que j'assume. Mais on veut savoir. Voilà, donc ma contribution, c'est de renforcer les régions. Moi, je suis d'accord avec le fédéralisme, s'il est contrôlé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut importer le régime américain pour ici, ou le régime de la Suisse ou de la Belgique ici, parce qu'on va tout de suite me dire oui, mais il y a des tares, il y a des failles dans ces régimes-là. Mais pourquoi ne pas réécrire? Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler d'un régime qui, en réalité, ne s'occupe que ceux qui sont au centre et un peu dans les périphéries, et ne pas renforcer nos régions et vouloir que ça fonctionne. Regardez aujourd'hui l'état de nos régions. On ne peut pas imaginer. Que devrait-on faire? C'est de renforcer les régions. Comment on les matérialise? À leur tête, les gouverneurs des régions ne doivent pas, les gouverneurs des régions, à mon avis, ne doivent pas être nommés. Ils doivent être élus au suffrage universel. Alors d'où ma question. C'est important, Ruby, permets qu'elle finisse. Allez-y, madame. Par rapport au gouverneur. Non, mais allez-y. C'est important, elle était sur une bonne lancée. Justement, je veux continuer sur la même lancée en posant une sous-question. La mise en place des régimes, c'est certes la finalité, c'est la finitude, mais le modèle qui va conduire à la mise en place de ces régimes-là, c'est généralement les élections. Alors, quel type d'élection il faut d'abord adopter en Guinée pour pouvoir arriver à ce dont vous parlez? Oui, parce que là, nous étions sur les régions. Justement. Allez-y sur les régions et revenez sur la question de Roger, s'il vous plaît. Madame Biron, si vous permettez, si vous commencez à rejeter les questions, ça devient difficile. Les autres ont le loisir de le faire, pas moi. Alors, j'insiste là-dessus. Vous parliez du suffrage universel. Le suffrage universel suppose une élection nationale. Alors, vous parlez on peut la rendre locale. Justement, comment le faire? Comment le réduire au niveau local? Au niveau de la région? Oui. Alors là, je pense que c'est ceux qui sont en charge des élections qui sachent comment on organise. Est-ce que chaque région est tributaire de l'organisation de bout en bout de l'élection pour élire le gouverneur qui va diriger cette région? Ou alors, chaque région est tributaire d'une élection nationale pour élire le gouverneur qui va diriger une région? C'est là la question. Oui, parce qu'il y a la responsabilité vis-à-vis du président de la République. Ont-ils leur indépendance totale? Il y a le système, je crois, congolais. Les élections sont nationales, mais dans chaque région, on élit le gouverneur. Est-ce que c'est ce type c'est ce système que vous proposez pour la Guinée? Moi, personnellement, c'est un peu ce système-là qu'il faut adapter. Encore une fois, je reviens sur l'adaptation à nos réalités. Alors là, il faut réécrire. En fait, il faut réécrire aujourd'hui. Il faut prendre un peu dans ce qui a fonctionné, on l'adapte ici. Donc, en fait, vous ne réinventez pas la roue, vous ne faites que plaquer certaines
certains pans de régime sur nos réalités. Excusez-moi, on est en 2022. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse réinventer la roue. En tout cas, moi, qu'elle soit carrée. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on ne peut pas partir d'un système ou de tout ce qui existe sans voir qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi ou il y a quelque chose qui a été fait. Alors, quel est difficile. Alors, si vous êtes inspiré, si vous avez fait cette proposition, ça veut dire que vous êtes forcément inspiré d'un résultat qui a porté selon vous. Quel est le pays où ça a bien marché qui vous a inspiré à faire ce genre de proposition? Pays africain, Quel est le pays où ça a marché selon vous, ce genre de système? Je ne peux pas vous dire qu'il y a un pays qui a tout a fonctionné. C'est impossible. On ne l'a pas trouvé. Moi, je parle personnellement. Mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? On va rester éternellement dans cette transition ou on va continuer sur le régime qui existait? Et nous, on est parti du principe. Quand le président de la République, il a tous les pouvoirs, il nomme le ministre. Il nomme en même temps les directeurs. Le ministre et son directeur, comment ils vont fonctionner dans le même bureau dans la mesure où c'est même pas lui qui a nommé son directeur? Il y a des cas, mais ça fait partie des textes des régimes présidentiels. Le président, il a tous les pouvoirs. Comment aujourd'hui arriver à réduire? Ça peut ne pas fonctionner. Comment arriver à réduire le pouvoir du président sans l'affaiblir totalement? Parce qu'il faut un chef. Comment arriver aujourd'hui à réduire le pouvoir du président, parce que c'est le plus simple, et renforcer l'autonomie des régions pour qu'on n'assiste pas à l'exode qu'on a aujourd'hui, parce que tout le monde se considère qu'il ne peut faire quelque chose, c'est quand il est dans la capitale, parce que c'est là où on peut avoir l'eau, c'est là où on peut avoir l'électricité, c'est là où on peut avoir un marché. Comment aujourd'hui arriver à mettre des garde-fous pour qu'un président ne se prenne pas pour un dieu sur terre, sur un peuple, et soit permis de tout faire, qu'il se sente permis de tout faire, en atteignant un peu ça et en renforçant les régions? Au fait, l'objectif c'est d'arriver à ça, et je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous des Guinéens et on est d'accord qu'il faut... Est-ce qu'il s'agit dans votre réflexion d'aller jusqu'à créer des gouvernements locaux, des gouvernements régionaux, c'est-à-dire sous le gouverneur qu'on ait des personnes à l'image du pouvoir central qui s'occupent de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc., ou alors le gouverneur il va être le chef de la population, mais il regarde le pouvoir central pour, n'est-ce pas, les différents services. Il faut donner des vrais pouvoirs aux gouverneurs. S'ils doivent faire quelque chose, s'ils doivent avoir un résultat, il faut qu'ils aient un pouvoir de travail, de construction. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un un résultat sans lui donner la latitude, le pouvoir et les moyens de travailler. Donc il faut, quand je dis renforcer le pouvoir de ces gouverneurs-là, oui, il faut, c'est pas en théorie, c'est en pratique. Ils ne sont pas là à regarder une population ou à aller à des affaires sociales. Ce n'est pas ça leur rôle, c'est développer le pays. Donc il faut qu'il y ait un système qui leur permet aujourd'hui d'accéder à des moyens pour pouvoir développer les régions. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas continuer à ne pas accepter que ces régions aujourd'hui... Cela suppose par exemple que la gestion de la manne financière par région soit une gestion autonome, que l'État n'ait pas de regard. Ça veut dire que le gouvernorat, par exemple, dirigé par un gouverneur, gère toute la manne financière générée par le gouvernorat et peut-être ou alors obtient les subventions de l'État à hauteur d'un certain niveau en fonction des besoins de ces régions-là et réinvestit, mais rend compte là-haut, c'est ça? Ou alors est totalement libre? On peut ne pas, on peut, tout comme on peut ne pas. C'est pourquoi on parle... À l'image des communes c'est pourquoi on parle d'écrire. C'est pourquoi on parle de réécriture. C'est pourquoi on parle d'adaptation. C'est-à-dire, on n'est pas là à dire, on n'est pas en train de dire qu'on propose quelque chose parce qu'on est sûr que ça va fonctionner. Non, on vous comprend très bien. On est en train juste de pousser la réflexion. De pousser la réflexion sur le vrai pouvoir, le modèle, oui. Le vrai pouvoir des gouverneurs. Aujourd'hui, d'où vient l'argent? Est-ce que ces gouverneurs ont la possibilité d'avoir les moyens à l'intérieur de ces gouvernements-là? Dans notre type de régime, l'argent vient de l'État central. Donc, alors désormais, est-ce que vous voulez que ces régions, nos régions, par exemple, quand je prends la région de Labé, la région de Kankan, Zérékoré, avec le gouverneur à la tête, soient des régions autonomes et que l'argent généré dans ces régions-là, à travers les activités, quelles que soient, les usines, les trucs, les mines, etc., ne soit pas reversé dans une caisse centrale au niveau de l'État central, mais soit directement géré au niveau local. Ça ne peut pas fonctionner à partir du moment où c'est quand vous parlez des mines, c'est la principale ressource. Prenez des régions qui n'ont pas de mines dans ce cas.
Et comment on va faire? Justement. Donc il faut absolument qu'il y ait une gestion au niveau central qui permet aujourd'hui une redistribution. Donc des subventions à des régions. Ou une redistribution, je ne dirais même pas une subvention, mais une redistribution aujourd'hui de cette manne financière-là sur des projets concrets dans les différentes régions. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les recettes de la bauxite de Kamsa doivent être absolument pour la région de Boké, sinon on ne s'en sortira pas. Et alors comment on va faire pour des régions qui n'ont pas... On est un peu dans le même type. C'est vrai que je ne vois pas trop de différence, comme le disait Djibril. On est un peu dans le même type parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'État a pour seule vache laitière les mines qui apportent la plus grosse subvention. Et après, je crois, c'est le port qui apporte la plus grosse subvention. Et après, ce sont les instances internationales à travers leurs crédits. Et c'est cet argent-là qui est évidemment redistribué, sauf que mal redistribué. Donc, est-ce que si nous restons dans ce système-là, toutes les régions ne vont pas se faire nourrir par bouquet? Mais attendez, quand vous dites, oui, c'est normal dans ce cas. L'usine est où? On a investi où? C'est normal que ces régions soient nourries par donc les autres vont rester tranquilles assis pendant que Bouquet envoie l'argent? Justement, il faut leur donner la possibilité. Je pense qu'en autonomisant plutôt les régions à travers la création des ressources, chacun a des valeurs. La région forestière, il y a l'agriculture. On peut imposer un modèle de développement agricole sur le terrain qui génère bien évidemment la manne financière qui permet la redistribution au niveau de la forêt. En Haute-Guinée, il y a l'élevage. En Moyenne-Guinée, il y a l'élevage. On peut bien évidemment créer... En Haute-Guinée, il y a le coton. Donc chaque région a sa richesse, a sa réalité économique. Est-ce que ces réalités économiques-là ne doivent pas plus être développées que s'asseoir et regarder que Bokeh amène la bauxite au port? Je pense qu'on ne se comprend pas. Je pense pas, je ne vois pas. Même si on n'est pas chercheur, je ne vois pas une personne qui puisse imaginer, quand on parle de développement d'une région, qu'on ne parle pas de ce qui existe. Là, on était en train de parler des gros moyens et vous me parliez des mines. Toutes les régions de la Guinée, chaque région de la Guinée a une spécificité, a ses richesses, a ses ressources. Donc, il faut partir de ce qui existe. Mais aujourd'hui, il y a une caisse centrale. Quelque part, elle existe cette caisse. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les recettes minières doivent être simplement pour la région minière, sachant que ce sont des recettes de l'État, ou est-ce que ces recettes-là peuvent servir pour construire, démarrer d'autres activités génératrices, démarrer d'autres projets dans les autres régions? Voilà. Bien, docteur Safiatou, je voudrais bien Je voudrais bien qu'on élargisse la question. Ben, avant de poser ma question, je voudrais mettre un bémol à ce que vous disiez tantôt. Vous avez dit tantôt, en tant que chercheur ou chercheuse, qu'on ne peut pas, qu'on ne pouvait pas réinventer la roue. Sauf que vous évoluez dans un domaine scientifique qui est, par définition, sujet à évolution. Donc, quand vous parlez comme ça, vous considérez les propositions que vous avez faites et qui sont issues, pour la plupart, du modèle occidental. Je considère cette façon de parler comme si vous considérez, n'est-ce pas, la réflexion occidentale comme étant l'horizon indépassable. Donc, alors que vous êtes évidemment chercheur, donc vous pouvez par vous-même aller sortir des sentiers battus et aller au-delà de la réflexion que vous avez proposée. Donc, je pose ma question. Après, vous aurez le loisir de me répondre, madame. Je ne veux pas oublier, c'est tout. Voilà. Non, vous n'allez pas oublier, j'en suis certain. Vous n'allez pas oublier. On parle d'élection. Qui parle d'élection parle aussi des contre-coups de l'élection. Je parle des résultats. Parce que les élections en Afrique, plus globalement et plus spécifiquement en Guinée, ce sont des élections qui sont conflictogènes. C'est-à-dire que les résultats sont souvent contestés. Ces contestations se traduisent parfois par des manifestations de rue qui se soldent par des morts. Comment éviter à l'avenir que les élections, je ne dis pas qu'il y a des élections dans le monde chimiquement pures, mais comment éviter à l'avenir qu'on ait des élections qui soient le moins contestables possible, madame? Je vous remercie et je vais revenir sur sur votre bémol dans ce que j'ai dit. Vous avez prononcé deux mots, évolution et inventer la roue. Et vous pensez que c'était pas cohérent dans ce que je disais. Alors vous me disiez qu'on ne peut pas, je dis qu'on ne peut pas réinventer la roue, et nous sommes dans un métier où il faut évoluer. Est-ce que
vous comprenez bien évidemment la définition de ces deux mots. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, aujourd'hui, l'évolution ne signifie pas inventer la roue, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas. C'est même pas la même chose. Hein. Voilà, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on évolue, je veux dire, l'évolution, c'est pas inventer la roue forcément. Il y a quelque chose qui existe. Il y a une base qui existe. Est-ce qu'on part de l'existant? Et aujourd'hui, pourquoi on va se creuser nos méninges pour inventer quelque chose qui n'a jamais existé? Si ça peut fonctionner. Attendez, eux, ils l'ont fait. Pourquoi pas vous? C'est possible. Oui, mais vous pouvez, excusez-moi d'utiliser cette expression. Non, on n'est pas médecine. En matière de recherche, on n'est pas médecine. Madame Yero, vous conviendrez avec moi. Eux, ils se sont triturés la cervelle pour produire quelque chose. Mais il faut pas mélanger aussi. On n'est pas dans l'aéronautique, mon frère. Écoutez, je pense que nous sommes dans un processus de transition. Vous imaginez aujourd'hui aller voir tous les acteurs de la transition pour dire ne prenons ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire, ni un régime semi-parlementaire, ni tout ce qui existe. Mettez tout à plat et peut-être déclencher une réflexion sans qu'on ne puisse prendre tout ce qui existe. Alors là, moi, je vais avoir la réflexion de l'historienne que vous êtes. Parce que nous n'avons pas commencé par le régime présidentiel, le régime parlementaire en Afrique. L'Afrique a existé. L'Afrique avait sa façon de gouverner. Donc il y a toujours quelque chose qui a existé. D'accord. Mais on suppose que ça nous ressemblait au moins. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que votre réflexion peut aussi partir de là, que de partir tout simplement de ce qui a commencé pendant la colonisation? Même si nous prenions l'exemple sur le Fouta traditionnel, par exemple, la façon dont les dieux étaient gérés, il y avait une sorte d'alternance. Est-ce que là, c'est partir de quelque chose, on peut partir de quelque chose une alternance à Viternam. Une alternance à Viternam, Madame Yero. Oui, c'est une alternance. Oui, mais à Viternam. Et vous savez, quand vous parlez... On peut l'écrire et l'adapter. Hein. Vous parlez de l'histoire, elle l'a dit. Oui, mais partant de quelque chose toujours. Parlons de l'histoire. Dans le document, vous trouverez aussi qu'il y a des gens qui ont fait une proposition d'alternance en parlant des ethnies dans ce cas. D'accord? Qu'il y ait une alternance, par exemple, des régions au niveau du pouvoir central. Voilà, il y en a qui ont fait ça. Mais si vous voulez comprendre l'histoire, quand vous parlez du Fouta ancien, le Fouta théocratique, c'était l'empire du Fouta théocratique avec ses limites. Sauf que depuis 1900, le Fouta théocratique n'existe pas, le royaume du Wassoulou n'existe pas, les autres n'existent pas. Nous avons un territoire qui s'appelle la Guinée. En fait, quand je parle du Fouta théocratique, c'est pour parler de l'alternance. Évidemment, on peut élargir parce qu'à l'époque, comme on le disait, c'était pratiquement entre deux familles, les Soria et le bicéphalisme. Voilà, c'était le bicéphalisme. On peut élargir parce que la Guinée, quand même, c'est tout un... Aujourd'hui, on a plus de 1000 familles peut-être. Il y a combien d'ethnies? Élargir. Le problème, c'est qu'à Haute-Guinée, c'est pas ça. Non, c'est pour vous parler. C'est pour vous parler de l'idée d'alternance. C'est surtout l'idée d'alternance parce que c'est ce qui pose problème aujourd'hui en Guinée. L'idée d'alternance. D'accord. Vous pensez, alors c'est un autre ça pose, excusez-moi, ça pose plus, la Guinée a plusieurs problèmes, de toute façon on le sait. Et on ne peut pas les résoudre ici tous. Mais on ne peut pas aussi nier qu'il y a des réalités et que la Guinée d'aujourd'hui n'est pas le Fouta de 1896. On le sait. Donc la Guinée d'aujourd'hui, c'est un territoire qui a subi la colonisation, c'est un territoire qui a subi l'indépendance, qui a changé, et que notre langue nationale aujourd'hui, c'est le français. Et notre système de gouvernance, c'est la démocratie. Il y a des éléments on ne peut pas nier. Et il y a des choses... Une soi-disant démocratie, parce qu'on a des problèmes à cause de l'alternance. La démocratie respire. Mais chez nous, les gens arrivent au pouvoir, ils ne veulent pas partir. C'est là le gros problème que nous avons. Voilà, mais dans cette alternance-là, quand on renforcera la démocratie, on n'aura pas de problème d'alternance dans ce cas. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui parler d'alternance, le bicéphalisme qui était au Fouta, aujourd'hui dans le régime central de la Guinée. C'est pas possible. On parle d'alternance, je ne veux pas dire de... Mais c'est de l'alternance démocratique. C'est de l'alternance démocratique. Voilà, l'alternance démocratique, mais pas régionale. Pas régionale. Voilà, donc cette alternance démocratique, il nous faut en finir aujourd'hui avec la mauvaise gouvernance. Il faut résoudre les problèmes
de cette mauvaise gouvernance pour arriver à une démocratie qui fonctionne et qui nous permettra d'aller vers l'alternance. Je reviens sur votre question. Vous avez parlé d'élections. Oui. Si vous avez parcouru le document, il y a eu 2 questions qui ont été posées dans 2 journées différentes. Oui. La première question, c'est quel régime politique pour la Guinée? La deuxième question, c'est comment arriver à des élections libres et transparentes et apaisées. Parce que nous savons aujourd'hui qu'on a toujours des problèmes après les élections. Mais je pense que ces deux questions qui sont fondamentales pour cette transition, ces 2 questions qui sont liées. Ça vous êtes d'accord? Comment y arriver? Comment y arriver? Nous avons fait des propositions. Il faut aujourd'hui renforcer l'état de droit. Il faut aujourd'hui voir comment mettre en place une structure de gestion des élections. Aujourd'hui, il n'y a même pas de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement, il y a tout un processus, il y a des préalables. Il y a des préalables. Non, ce n'est pas une affaire de moulin. Oui, mais vous parlez de structure. Madame Miero a raison, vous me tendez la perche parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... c'est même un point d'achoppement entre le gouvernement et la classe politique. On pencherait plutôt pour le choix du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour l'organisation des élections. Et quand on connaît le passé politique de la Guinée qui a connu plusieurs crises de confiance, d'où d'ailleurs la création des CENI qui sont très largement contestées, qui sont aussi contestées que le ministère lui-même. Aujourd'hui, quelle structure de gestion des élections vous nous préconisez pour éviter demain qu'on ne retombe dans les travers des lendemains d'élections qu'on a connus par le passé? Vous savez, si c'est pour mettre en place des structures, la Guinée est très forte. Vous venez de rappeler que c'était le ministère qui organisait les élections. Mais parce que ces élections ont été contestées par toutes les parties prenantes, et on est arrivé à la mise en place d'une structure indépendante. Entre guillemets, est-ce qu'elle est indépendante ou pas? Vous venez de dire encore qu'elle est contestée et que ses travaux sont contestés. Donc, on va mettre encore en place une autre institution, une autre, encore une autre et encore une autre. La Guinée a quel problème? Est-ce qu'on a un problème de structure ou on a un problème d'hommes? Parce que ce sont les hommes qui font ces structures-là. Ce sont les hommes qui font fonctionner ces structures-là. Donc, au lieu d'aller de création de structure en structure, il faut mettre en place des hommes intègres, capables aujourd'hui de conduire des élections libres et transparentes. Et surtout, il faut qu'il y ait un système d'accompagnement par tout le monde, par les médias, par tout le monde, pour qu'on arrive à sécuriser un vote dans ce pays. Mais il y a des préalables déjà pour aller aux élections. Voilà. Dans les conditions actuelles, on ne peut pas aller aux élections et avoir des élections transparentes, ça vous le savez. Voilà. Finalement, c'est quoi la finalité de ce travail? Est-ce que c'est une proposition qui sera soumise au CNRD par rapport à l'écriture éventuelle de la nouvelle constitution? Est-ce que vous le faites parce que vous avez envie que dans la nouvelle constitution qui va venir, qu'on réfléchisse à changer notre mode de gouvernance? C'est quoi finalement le but recherché à travers ce travail? Ce travail, c'est un travail de réflexion qui doit normalement être déposé, et c'est ce qu'on va faire, à tous les acteurs de la transition. Il y a eu une restitution, c'est d'ailleurs là où votre collègue a vu, vous nous avez invités parce que vous avez vu le reportage sur la restitution. Avant cette restitution, nous avions envoyé plus de 150 lettres aux acteurs de la transition. Et si vous aviez vu la salle, il n'y était pas. Wow. Moi, non. Quand je dis aux acteurs, pas tous, je veux dire ceux qu'on a peut-être... la plupart. Voilà, la plupart. La cérémonie a été présidée par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, il faut déposer ce document. Il faut que les acteurs de la transition comprennent qu'il y a des personnes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ce sont les chercheurs, ils ne sont pas des politiques. Je rappelle encore une fois, on peut être politique personnelle, on peut voter pour qui on veut, mais ce ne sont pas des structures politiques. Mais quand la réflexion est posée, quand l'idée est posée, nous sommes capables de mener des réflexions, de faire des propositions, parce que je veux vous dire, il ne peut pas y avoir une proposition concrète qui sortira de toutes les propositions qui ont été faites par ces chercheurs-là. Parce que nous connaissons ce pays comme vous faites votre travail du matin au soir ici, vous parlez de tous les problèmes de la Guinée. Ça veut dire aujourd'hui, tous les Guinéens connaissent toujours
Tout le monde connaît tous les problèmes de la Guinée. La question, c'est est-ce qu'on va être ensemble? Est-ce qu'on va accepter nos idées? Est-ce qu'on va accepter les réflexions et les contributions des autres pour pouvoir les prendre en compte et de ne pas encore une fois arriver à des structures qui ne fonctionneront pas? Alors justement, ma dernière question, vous me tendez la perche. Est-ce que ce n'est pas ce manque d'être ensemble qui se traduit dans le domaine politique, quand on sait que c'est vrai que vous avez mené la recherche sur les types de régimes? On a un peu, j'ai posé la question sur le type des élections, mais le modèle aussi des élections pose problème quand on sait que le choix des Guinéens en période électorale sont généralement des choix basés sur les régions et, permettez-moi de le dire, ça fait mal, mais sur l'ethnie. Est-ce que la recherche ne veut pas plutôt être fixée sur la psychologie sociale du Guinéen, c'est-à-dire ce manque d'unité, ce manque de choix de l'autre quand il n'est pas de mon ethnie? Qu'est-ce qui pousse les Guinéens à le faire pour finalement arriver au type de régime? Parce que tant qu'on n'a pas soigné cette plaie, aucun régime ne va marcher dans ce pays. Oui, là vous posez des questions, vous posez la question et vous donnez même la réponse à la question. D'accord. Oui, parce que... Bon, je suis un chercheur alors. Ben oui, absolument. mais les chercheurs posent des hypothèses. Hein. D'entrée de jeu, ils ne donnent pas la réponse. Ils ne donnent pas la réponse à la question. Donc de facto, je suis du CIRD. Voilà, merci beaucoup. Nous apprécions le CIRD est là pour tout le monde. Je rappelle que c'est une structure à but non lucratif. Mais vous n'avez pas consulté pour apporter nos réflexions. Si, on n'est plus par le temps. D'accord, donc je reviens sur votre question. Et alors, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir des partis régionalistes, des partis communautaires? C'est là la réflexion. Et dans ce document, vous trouverez aussi des propositions. Bien sûr que on a eu des politiciens, à un moment donné de notre histoire, qui n'ont pas été capables de proposer des programmes qui peuvent convaincre. Et finalement, ils se sont retranchés derrière l'ethnie parce qu'ils ne peuvent pas exister sans l'ethnie. Donc aujourd'hui, on a transformé les militants en l'ethnie ou l'inverse. Donc on attribue carrément un parti politique à la communauté du leader de ce parti politique-là. Et il faut arriver à avoir des leaders qui regardent les problèmes de ce pays, qui nous proposent des programmes que nous allons suivre. Mais là aussi, il faut un travail d'information que vous faites déjà. Il faut que les programmes soient informés dans toutes les langues nationales et il faut qu'il y ait une formation. Il y a quelqu'un qui avait fait une proposition sur la formation du citoyen guinéen. Il faut que le Guinéen soit un citoyen. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne l'est pas encore. Il y a du chemin à faire, on est d'accord avec vous. On est malheureusement pris par le temps. Docteur Safiatou Diallo, nous venons de voir cet autre ouvrage qui est le vôtre, Politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du 21e siècle. Un mot là-dessus en 1 minute parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Le livre que je viens de voir. Alors, ce livre-là, il est tiré de ma thèse de doctorat. Il retrace l'historique du système de santé en Guinée. Comme vous le savez, depuis 1898, on a commencé à parler de santé, du système de santé moderne, et ça a été concrétisé par la construction de Ignazdine que vous avez derrière depuis 1904. Donc c'est l'historique de ce système de santé-là depuis 1904 jusqu'en 2000 que ce livre relate. Bien. Merci, docteur Safiatou Diallo. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Je vous remercie. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.